rigole. Ah, c'est parti, je crois. Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour à Bonjour à tous. tous. Bonjour. Salut Guillaume. Salut Philippe. Je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui pour ce webinaire où on va vous dire pas mal de petites astuces pour une période à venir qu'on connaît bien, nous, de notre métier de conseiller en gestion de patrimoine, qui est la période fiscale. Aujourd'hui, il y a déjà plus de 116 personnes en ligne, donc très cool. Merci de vous être rendu disponible voilà, pour nous écouter. On va rester une petite heure ensemble. Ce que je vous propose, c'est voilà, d'attendre un petit peu les derniers retardataires et puis après on va se lancer. Alors, c'est plutôt Guillaume qui va effectivement animer ce webinaire. Moi, je ferai une petite présentation de nous qui on est au début, dans les premières minutes, avant d'introduire Guillaume. Et par contre, effectivement, j'aurai un œil attentif sur le chat. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas surtout à les mettre. Si on peut, parce que les questions en matière de fiscalité, une petite question peut entraîner une grande réponse. Si on peut y répondre de suite, on essaiera de le faire avec grand plaisir. Par contre, si effectivement c'est des questions un petit peu plus techniques qui nécessitent un peu de recherche ou X ou Y, à ce moment-là, on vous demandera soit de nous contacter, soit on mettra effectivement la question en stand-by pour y revenir un petit peu plus tard. Donc voilà, écoutez, on va démarrer. Voilà, moi aujourd'hui, je suis accompagné de Guillaume Surré, qui est ingénieur patrimonial au sein du groupe Bonjour, effectivement notre groupe de cabinet de conseil en organisation patrimoniale. Rapidement, pour vous présenter un petit peu du coup qui on est. On est une vitrine pédagogique omnicanal sur la gestion de patrimoine, effectivement via le média gestiondepatrimoine.com, où notre objectif, c'est effectivement vous donner les clés et du contenu, surtout pour appréhender notre métier simplement, ce qui n'est pas toujours facile, mais qui est la gestion de patrimoine. Donc pour ça, on délivre effectivement pas mal de contenu, des articles, des guides, des livres blancs, des podcasts. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les bonnes plateformes, des vidéos sur YouTube et effectivement des webinaires qu'on anime aujourd'hui sur la plateforme Webikeo. Voilà. On est donc effectivement un média, gestiondepatrimoine.com, et aussi une plateforme multi-accès pour mettre en application toutes les solutions pour votre patrimoine corrélativement. Bonjour Patrimoine, qui est notre cabinet de conseil en organisation patrimoniale. On a effectivement une équipe de conseillers en gestion de patrimoine, d'assistants administratifs et d'ingénieurs patrimoniaux, comme Guillaume ici présent, qui se présentera un petit peu plus juste après. Et donc voilà, ça c'est pour le côté humain. Pardon, pour le côté digital qui reste dans notre ADN, on a développé il y a de ça maintenant 1 an et demi une plateforme donc aelo.io, qui vous permet de réaliser votre autodiagnostic patrimonial en toute autonomie. Donc je vous invite, que ce soit sur le smartphone, que ce soit en ligne, je vous invite à vous y connecter si vous souhaitez voilà, déjà appréhender les grands axes de ce qui pourrait être amélioré dans votre patrimoine. Voilà ce que je peux vous dire sur nous. Moi, rapidement, donc moi je suis managing partner effectivement du groupe Bonjour, directeur de la publication, créateur de contenu pour notre média gestiondepatrimoine.com, et effectivement conseiller depuis plus de 15 ans maintenant. Je vous mets les flashcodes si vous voulez effectivement nous suivre sur LinkedIn notamment. Voilà. Et aujourd'hui, même si parfois j'anime effectivement des webinaires avec des avocats, d'autres CGP, ou parfois effectivement moi-même pour la chaîne, aujourd'hui j'ai la chance d'être accompagné de Guillaume, donc qui est effectivement ingénieur patrimonial au sein de notre groupe depuis maintenant 2-3-4 ans. 3 ans, ouais, avril 2022. Cool. Donc il y a une très très bonne maîtrise de tout ce qui est problématique fiscale, notamment, bien entendu. Vas-y Guillaume, je te laisse te présenter. Ouais. Déjà, bonjour à tous et bonjour aux nouveaux arrivants. Donc, Guillaume Suréré, ingénieur patrimonial au sein du groupe Bonjour. Donc moi, mon rôle, parce que vous connaissez sûrement les conseillers en gestion de patrimoine, mais mon rôle, moi, c'est plus de venir en renfort vraiment des équipes de conseillers
sur des questions techniques, juridiques, fiscales. Et plus principalement, mon rôle, c'est vraiment de collaborer avec les conseillers pour mettre en place des stratégies patrimoniales sur mesure. Donc, comme vous le voyez écrit à l'écran. Donc, l'idée, c'est vraiment de mettre en place des stratégies qui sont censées répondre aux objectifs du client. Nous, dans le cabinet, pour faire assez court, mais on a toujours cette approche patrimoniale globale qu'on appelle. C'est-à-dire qu'en fait, on va d'abord faire tout ce qu'on appelle un diagnostic complet de la situation du client à un instant T. On pointe les forces, on pointe les faiblesses du patrimoine et on regarde si elles sont en accord avec les objectifs du client. Et à partir de là, on va essayer d'établir, de mettre en place des préconisations. Donc, on travaille toujours en binôme avec le conseiller. Donc, c'est bien parce que ça permet d'avoir aussi un peu d'échange. Et derrière, à côté de ça, on essaie évidemment de travailler quand c'est nécessaire et le plus souvent possible avec des avocats, experts comptables, toujours en interprofessionnalité par rapport à ça. Ouais, c'est très important, effectivement, dans une approche à 360, comme on le veut dans notre métier, d'être bien accompagné. Et l'ingénieur patrimonial est vraiment clé dans ce pool de compétences qu'on peut mettre à disposition de nos clients. Et ben, Yes, c'est parti. C'est parti. Donc je répète juste, et après je me tais, que si vous avez des questions, n'hésitez pas, on essaiera au maximum d'y répondre, en tout cas voilà, de faire en sorte de ne pas vous laisser sans réponse. Yes. Donc, on va passer une petite heure. Attends, je vais passer slide. Yes. On va passer une petite heure ensemble. On a 10 astuces qu'on a essayé de répertorier pour justement vous aider dans cette période fiscale, ce qui nous paraît les erreurs les plus courantes qu'on voit. Évidemment, on ne peut pas balayer tout ce qui existe en matière de fiscalité. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Mais il est probable qu'on ne puisse pas répondre à toutes les questions parce que je vois qu'en plus, on est quand même beaucoup de connectés. Donc c'est top pour nous, mais on va essayer de faire du mieux qu'on peut pour répondre à vos questions. Donc, je démarre d'abord, avant de rentrer même dans les astuces, c'est de faire un petit rappel sur les périodes de déclaration et les dates limites. Comme vous le voyez, il y a la partie déclaration Internet, déclaration papier. Toujours, en fait, chaque année, c'est toujours la même chose. En fonction des départements, on a des dates limites de dépôt. Jusqu'à l'année dernière, pour la déclaration Internet, on avait une distinction selon le revenu fiscal de référence, où certains pouvaient toujours déclarer en papier. Aujourd'hui, c'est plus possible. Tout le monde doit déclarer par Internet. Les seules personnes qui peuvent déclarer en papier, c'est vraiment les personnes qui peuvent justifier de ne pas avoir de connexion Internet suffisante pour pouvoir déclarer en ligne. Mais sinon, la plupart des personnes doivent déclarer en ligne directement. Donc, la première période pour les personnes qui sont dans les zones 0,1 à 19, et notamment les non-résidents, vous avez jusqu'au 22 mai, donc jusqu'à la semaine prochaine, pour terminer votre déclaration de revenus. Ensuite, une fois que vous aurez fait votre déclaration de revenus, on vous a mis à titre indicatif, parce que c'est pas toujours le cas, les dates sont souvent indiquées, mais en réalité, les avis d'impôt arrivent généralement un peu après. Mais en tout cas, pour ceux qui ont fait une déclaration en ligne, vous allez recevoir votre avis d'impôt entre le 25 juillet et le 1er août 2025. Et ensuite, pour ceux qui ont fait une déclaration au format papier, l'avis d'impôt devrait arriver entre le 24 juillet et le 28 août pour les personnes qui n'ont aucun remboursement d'impôt ou alors qui n'ont pas d'impôt justement à payer. Ou alors pour les autres, s'il y a un solde à payer, l'avis d'impôt devrait arriver entre le 24 juillet et le 21 août 2025. Pardon. Donc ça, c'était pour les petits rappels. Et on va pouvoir entrer directement sur la première astuce de ce top 10 qu'on a réalisé ensemble. Et la première astuce, finalement, elle ne va pas démarrer sur les revenus de cette année, mais elle va démarrer sur l'avis d'impôt que vous avez reçu l'année dernière, parce que c'est vraiment le premier réflexe à avoir avant même de démarrer votre déclaration de revenus, c'est de récupérer l'avis d'impôt que vous avez reçu l'année dernière. Pourquoi on dit ça? Parce qu'en fait, on se rend compte chaque année que sur les clients qu'on gère,
que dès qu'on récupère l'avis d'impôt de l'année dernière, on se rend compte qu'il y avait des éléments qui auraient pu être reportés sur la déclaration des revenus de cette année et qui ne l'avaient pas, qui auraient pu être faits, qui ne l'a pas été fait. Notamment, on vous les a mis, principalement le montant de la CSG déductible. Bon, alors, généralement, celle-là, elle est pré-remplie, donc il n'y a pas de sujet particulier, mais c'est aussi, ça peut arriver que ce montant soit mal remonté, et donc n'hésitez pas à vérifier que le montant de la CSG déductible qui était indiqué dans votre dernière avis d'imposition est bien pré-rempli dans votre nouvelle déclaration de revenus de cette année. Les autres points importants, notamment, c'est ce qui va concerner les déficits fonciers. Pour ceux qui ont des déficits fonciers qui sont reportables sur les revenus fonciers justement des années ultérieures, donc ça peut être jusqu'à 10 ans, sachez que le report est indiqué le report que vous avez est indiqué dans l'avis d'imposition des années précédentes. Donc si vous avez un report de déficit foncier et que cette année vous ne le retrouvez pas sur votre déclaration de revenus, pensez à indiquer justement le report sur cette année. Ensuite, le point important, c'est ce qui va concerner les plafonds épargne-retraite, notamment sur les plafonds épargne-retraite. Ça, c'est à titre informatif aussi, mais chaque année, sur votre avis d'imposition, vous avez quasiment tout à la fin un encadré qui concerne les plafonds épargne-retraite et qui vous indique sur l'année en cours et sur les 3 dernières années, quel est le montant que vous allez pouvoir déduire de votre revenu global. Ça, c'est pareil. Souvent, ces montants-là, on va y revenir après sur la partie épargne-retraite, mais ces montants-là sont souvent erronés en fonction des déclarations. Donc, n'hésitez pas à vérifier que le montant que vous avez sur votre avis d'impôt correspond bien à celui que vous avez sur votre déclaration de revenus de cette année. Et après, oui, il y a les éventuels reports de réduction d'impôts, si vous avez notamment des investissements Pinel encore, ce qui est possible, ou alors si vous avez fait des investissements défiscalisants Gérardin industriel, on peut indiquer aussi les reports qui sont susceptibles de s'appliquer sur votre déclaration de revenus de cette année. Donc, premier réflexe, pensez toujours à vérifier vraiment que tous les reports indiqués dans votre avis d'impôt de l'année dernière sont bien appliqués sur votre déclaration de revenus de cette année. Ouais, Guillaume, je fais juste une petite interruption. Alors, désolé Marie-Christine, effectivement, on aurait pu également parler des notaires quand on parlait d'interprofessionnalité. Bien Ah, entendu, c'est une pardon. profession qu'on connaît, très, très bien. Donc, oui, effectivement, désolé pour ce Oui. petit oubli. C'est- Je répondais à une question tout à l'heure. Tu as parlé effectivement de la CSG déductible sur les revenus du patrimoine. Ça peut arriver que vous ayez aussi une CSG déductible des traitements et salaires. Ça arrive notamment quand on a des gains d'acquisition sur des actions gratuites ou des trucs comme ça. Auquel cas, il faut effectivement déduire ça en N+1 de vos traitements et salaires. Ça peut arriver, voilà, parce que pour le coup, c'est pas du tout reporté automatiquement. D'ailleurs, je rebondis sur la question de Guy. Où indiquons-nous le montant de la CSG déductible sur la c'est ce que j'avais déclaration? aussi. C'est la 6DE, La je 6DE, pense, qui est la case. Donc, voilà, à vérifier. Si c'est une déclaration en ligne, c'est pré-rempli, mais voilà, c'est cette case-là qui sera bien complétée. Les réductions d'impôts mécénat non utilisées sont-ils reportables? Alors, Comme de ça, façon générale, sur les réductions d'impôts, généralement, c'est pas reportable. Il n'y a que vraiment de rares cas dans lesquels la réduction d'impôt est reportable. Donc, de prime abord, j'aurais tendance à dire non, mais peut-être à vérifier. Ouais. Et ouais, c'est éventuellement, c'est une réduction reportable, c'est que le montant d'impôt est trop faible. C'est pas qu'on a, entre guillemets, «explosé le plafond» des niches fiscales. Oui. Voilà. Bon, voilà, c'était juste les petites questions que je voulais, Merci. dont je voulais faire part. Deuxième astuce, donc ça c'est la question qui revient chaque année, est-ce que je dois rattacher ou détacher mon enfant majeur à mon foyer fiscal? Alors déjà, avant même de se poser cette question, il faut déjà se poser la question de savoir est-ce que je peux rattacher déjà mon enfant à mon foyer. Et donc pour ça, en fait, ce qu'il faut se dire, il faut se placer au 1er janvier de l'année d'imposition. Il faut regarder l'âge de votre enfant au 1er janvier de l'année d'imposition des revenus. En l'occurrence, nous, on est en 2025 aujourd'hui, mais on déclare les revenus de l'année 2024.
Donc en fait, il faut se placer au 1er janvier 2024 pour déterminer l'âge de votre enfant. Et donc à partir de là, il y a plusieurs possibilités. Soit il a moins de 21 ans, et dans ce cas, vous pouvez le rattacher. Il a moins de 21 ans au 1er janvier 2024, donc 20 ans au 1er janvier 2024, et vous pouvez le rattacher à votre déclaration de revenus sans justificatif en tant que tel. Soit il a moins de 25 ans, et donc là, vous pouvez le rattacher à votre foyer fiscal seulement s'il poursuit des études. Et donc, à partir de là, si vous décidez de rattacher votre enfant à votre foyer fiscal, les impacts, quels sont-ils? Donc, vous avez une augmentation du nombre de parts pour le calcul du quotient familial. Donc, en fonction du nombre de personnes rattachées, soit premier enfant, ce sera 0,5, deuxième enfant, 0,5, en nombre de parts, je parle. 0,5, 0,5, et à partir du troisième enfant, on aura une part supplémentaire, par enfant supplémentaire. Par contre, l'inconvénient, c'est que si votre enfant a reçu des revenus, ces revenus doivent être intégrés à votre déclaration de revenus. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont majorer aussi le revenu global potentiellement applicable. Sur les revenus des majeurs, on va y revenir juste la slide qui est juste après, sur la troisième astuce, parce que il y a des exonérations en fonction du type de revenus qui sont perçus par le majeur. Évidemment, il y a d'autres éléments à prendre en compte, notamment au niveau des APL, des aides, des bourses, parce que parfois on prend en compte le revenu fiscal de référence pour calculer si on est éligible à ces aides-là. Et le fait de rattacher l'enfant va supposer aussi qu'il puisse perdre en fait le bénéfice de ces aides. Juste, je t'interromps, Ouais. Guillaume, on a une question de Florence concernant l'enfant, effectivement, de moins de 25 ans en cas de poursuite d'études. S'il poursuit des études, mais à quelle date? Au 1er janvier 2024 Alors, aussi? Alors pour le coup, j'ai déjà eu, oui. En fait, faut qu'on ait un certificat de scolarité plutôt dans l'année. Donc, faut qu'il soit scolarisé dans l'année. Donc oui, au janvier 2024. Donc ça, on appréciera donc sur la période déclarative, donc sur 2024. Donc pas forcément au 1er janvier de l'année. Okay. Donc ça, c'est pour la partie rattachement au foyer fiscal. Mais donc, la deuxième possibilité, c'est de dire, finalement, mon enfant majeur, il va déclarer lui de son côté, et donc moi, je vais le détacher de mon foyer fiscal. Donc, vous allez forcément perdre la partie augmentation du nombre de parts pour le quotient familial, mais en contrepartie de ce détachement, vous allez pouvoir déduire une pension alimentaire. Si vous versez une pension alimentaire à votre enfant, vous allez pouvoir déduire une pension alimentaire. Cette pension alimentaire, elle est au maximum de 6 794 € par enfant et par an, sachant que, on ne l'a pas écrit là, mais que pour les personnes qui hébergent leurs enfants à titre gratuit chez eux, vous pouvez déduire un forfait de 4 039 €. Sans justificatif. Guy qui nous posait la question, peut-on cumuler le rattachement au foyer fiscal à une pension? Donc oui, mais plus faible de toute façon que si l'enfant est détaché. Ouais. Donc oui, 4 039 € de façon forfaitaire sans justificatif. Dans tous les cas, on ne peut pas aller à plus de 7 794 € par enfant et par an. Généralement, pour les personnes qui ont une TMI, on n'aime pas trop faire des généralités parce que chaque cas est particulier, mais si on devait faire une généralité à ce niveau-là, pour les personnes qui ont des TMI égales à 30% ou supérieures à 30%, donc la TMI, c'est la tranche marginale d'imposition qui s'étale donc de 0 à 45%. Aujourd'hui en France, on a 0, 11%, 30%, 41% et 45%. Et donc, en fonction de votre tranche marginale d'imposition, il est souvent préférable de détacher votre enfant et de déduire une pension alimentaire. En termes d'impact fiscal, ce serait généralement plus intéressant. Les cas où ça peut être plus intéressant de rattacher son enfant au foyer fiscal, c'est le cas où ça vous permet de bénéficier d'une part supplémentaire et non d'une demi-part. Donc, ça va être le cas où c'est le troisième enfant que vous rattachez à votre foyer, ou aussi pour des cas particuliers pour les parents isolés, la fameuse case T de la déclaration. Donc voilà, donc c'est une généralité, mais encore une fois, c'est toujours traité au cas par cas. Et je rajouterai un élément, c'est, on va dire, peu connu, on a quand même assez régulièrement la question, c'est que le rattachement se décide chaque année. C'est-à-dire que si vous décidez de détacher votre enfant aujourd'hui, vous pouvez très bien décider de le rattacher l'année prochaine. Le rattachement se décide chaque année.
Donc voilà, donc si, chaque année, à partir du moment où vous pouvez rattacher votre enfant, évidemment. Mais, J'ai deux, trois petites questions. ouais. Guy, alors, revient vers nous en disant: «Peut-on cumuler le rattachement au foyer fiscal et une pension?» Bon, pour être plus factuel, la réponse est oui, dans une limite de plus ou moins 4 000 €. On a Alors, une autre question de Pierre: «Si on héberge son enfant dans du locatif, c'est le même montant?» En fait, il y a pas de notion de locatif ou pas, c'est vraiment une notion de rattachement au foyer fiscal. Et après, il y a des questions qui sont un peu plus, là-dessus. Véronique: «Si notre enfant est étudiant, se déclare au niveau de l'IR seul et ce que l'on peut inclure dans la pension alimentaire, les frais?» Après vous pouvez inclure, oui, on va dire à peu près tout ce que vous voulez, mais de toute façon c'est plafonné, donc il y a pas trop sous, de sous réserve de pouvoir justifier l'état de besoin bien sûr. de l'enfant. À partir du moment, si votre enfant gagne suffisamment, il a des revenus et il gagne suffisamment pour subvenir à ses besoins, l'administration fiscale pourrait venir retoquer la pension que vous avez déduite. La pension des bonne question. La pension alimentaire, la déclaration de la pension alimentaire doit se faire des 2 côtés ou alors oui. Alors, la pension, si vous déduisez une pension alimentaire, vous la déduisez dans votre déclaration de revenus. Par contre, l'enfant majeur qui, lui, reçoit la pension alimentaire, la déclare, lui, dans sa déclaration de revenus. Et si je ne dis pas de bêtises de tête, je crois que c'est la case 1AO. Ouais, Voilà, possible. je crois que c'est celle-là. Je suis à peu près OK. sûr. OK. Les revenus d'un enfant majeur en alternance que l'on héberge sont-ils bien déclarés? Le montant, il est assez élevé, Les revenus d'un enfant majeur en alternance que l'on héberge sont-ils bien à déclarer? Ça dépend si vous l'avez rattaché ou si vous l'avez pas, si vous l'avez pas rattaché, mais les revenus d'un enfant majeur en alternance, alors ça va être la slide qui va suivre sur les montants des exonérations. Donc, je peux parfait. Sans peut-être passer, ouais, transition. ouais, je peux peut-être passer directement, ça va peut-être répondre à la question, et si jamais, n'hésitez pas à la reposer. Hop, voilà. Donc ça fait un peu le corollaire de ce qu'on vient de dire juste avant. Donc on a vu s'il fallait, en tout cas les conditions pour rattacher ou pour détacher son enfant, et si on doit déduire ou non une pension alimentaire. En face, il y a une question qui se pose, c'est donc si votre enfant il a des revenus, votre enfant majeur il a des revenus, et donc il y a toute une panoplie de revenus que peut percevoir votre enfant, avec toute une panoplie d'exonération ou d'imposition en fonction du type de revenu concerné. Donc, on vous a mis sur la gauche les revenus les plus courants, donc c'est les indemnités de stage, les contrats d'apprentissage. Donc, dans l'alternance, il y a deux choses, il y a l'apprentissage et la professionnalisation. Ce ne sont pas les mêmes types de contrats, et donc, comme vous le voyez dans le tableau, l'exonération n'est pas la même. En fonction, si vous êtes dans un cas d'alternance en tant que dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, vous êtes exonéré jusqu'à 21 273 €, donc un SMIC annuel, et au-delà, vous êtes imposé. Si c'est un contrat de professionnalisation, dans ce cas, vous êtes imposé dès le premier euro, il n'y a pas d'exonération. Et après, en fonction de si l'enfant est scolarisé, ou en fonction des salaires, donc soit il y a 3 SMIC mensuels si l'enfant est scolarisé, il a moins de 25 ans, et si l'enfant non scolarisé de moins de 21 ans, là pour le coup c'est pareil, c'est imposable en totalité, il n'y a pas d'exonération, enfin c'est imposable dès le premier euro, il n'y a pas d'exonération là-dessus. Juste pour vous, enfin, c'est vraiment, on a mis un exemple à droite, c'est une capture d'écran, parce qu'en interne, on a aussi développé quelques simulateurs pour nous accompagner sur ces situations-là, pour justement calculer assez rapidement finalement quel est le montant qui doit être déclaré, sur votre déclaration de revenus. Et donc ça, c'est vraiment aussi des outils qu'on utilise en interne pour vous aider à déclarer correctement les revenus. Voilà, après, je ne sais pas si ça répondait à la question concernant l'alternance, mais en fonction du type de contrat, voilà, il y a des exonérations. Ouais, et alors j'essaie de parce qu'il y a beaucoup, de pas mal de questions, donc c'est assez animé, tac, tac, tac. Alors j'ai une question, j'ai vu passer, rigolote, enfin rigolote, pas forcément, mais en tout cas, intéressante à traiter. Peut-on déclarer un parent fiscalement dans la déclaration s'il est hébergé chez nous?
Et peut-on déclarer un parent? Oui, on peut déclarer un parent fiscalement, mais s'il est hébergé, ouais, Bon, on peut faire le des pensions, mais déclarer. on peut pas, en parent, on peut pas, au-delà de 25 ans, si on fait plus d'études, on sort du foyer fiscal, hein, de toute façon. Ouais, mais s'il est, il y a des cas particuliers sur les personnes âgées. Je pourrais regarder, ouais, et vous répondre. Peut-on revenir sur la déclaration N-1 si on a oublié l'exonération des salaires de l'enfant? Oui, oui, il Oui, faut faire oui, une on peut, déclaration hein. rectificative. Ça sera des déclarations papier, des courriers administration fiscale, mais ça se fait. On peut vous accompagner, là-dessus d'ailleurs. Hem, Peut-on verser une pension alimentaire à un enfant de 27 ans au chômage? Bah, à partir du moment où il est en situation de besoin, c'est une obligation alimentaire entre parents, donc pour moi, il n'y a pas de sujet à ce niveau-là. Euh, Est-ce que cela s'applique pour les plus de 25 ans? Pour les plus de 25 ans, pour les plus de 25 ans, oui, ça s'applique aussi, en fonction s'il fait des indemnités de stage, ça s'applique aussi, ouais. Alors Mmh. après, il y a une question assez longue. Alors, Ouais, une question assez longue, je l'ai mis en peut- favori, on verra si on peut, ouais, peut-être. pas, mais ensuite la poursuite d'études est-elle considérée lorsque l'enfant de 25 ans est interne en médecine à l'hôpital? Bon, Hmm. Peut-être passer ouais, à la quatrième, parce que ça passe assez vite. le temps avance. Quatrième astuce, donc la fameuse case de OP. Donc je pense que ça, beaucoup d'entre vous en ont entendu parler parce que c'est souvent, enfin on la voit passer beaucoup dans les articles, dans les journaux. Euh, Lorsque vous percevez des revenus de capitaux mobiliers, donc ça peut être des intérêts, ça peut être des dividendes, ou alors ce qu'on appelle les gains de cession de valeur mobilière, ça va être les plus-values que vous avez générées. Vous avez depuis quelque temps un principe d'imposition qui est le prélèvement forfaitaire unique, ou autrement dit la flat tax, c'est-à-dire un taux de 12,8% d'imposition à l'IR et ensuite un taux de prélèvement sociaux de 17,2%. Donc ça, c'est le principe. Mais vous avez la possibilité d'opter pour que les revenus que vous avez générés à ce niveau-là soient imposés non pas selon ce taux de 12,8 et 12,8% plutôt, donc au prélèvement forfaitaire unique, mais plutôt qu'ils soient intégrés à votre revenu global. Et dans ce cas, ils sont soumis à votre taux marginal d'imposition. Donc, en fonction de votre situation, ça peut avoir un intérêt d'opter pour cette case de OP. Donc ça, pour le coup, vraiment, à chaque fois, c'est vraiment faire une simulation de l'imposition que ça peut générer entre les deux options pour savoir laquelle est le plus avantageuse pour vous. Pour les personnes qui avaient déjà coché cette case, la case donc, 2OP sur la déclaration des revenus de l'année 2024, cette case, elle est donc pré-cochée sur votre déclaration cette année. C'est-à-dire que si vous ne la décochez pas, on va continuer de vous appliquer la case 2OP. Sachant qu'il y a, on va dire, une règle assez particulière, c'est-à-dire que si vous déclarez donc, cette année la case 2OP, vous ne pourrez, et que vous vous rendez compte finalement plus tard que le PFU était plus intéressant pour vous, vous ne pourrez pas revenir en arrière en ayant choisi la case 2OP. Par contre, l'inverse n'est pas l'inverse est différent. C'est-à-dire que si vous avez choisi le PFU et que finalement vous souhaitez faire une rectification les années suivantes en vous rendant compte que finalement le barème progressif était plus avantageux pour vous, vous avez cette possibilité. Donc vous avez la possibilité de faire le PFU et finalement de rectifier pour le barème progressif. Mais par contre, si vous avez choisi le barème progressif avec la case de OP, vous n'aurez pas la possibilité par la suite de revenir de la case de OP, enfin du barème progressif, vers le prélèvement forfaitaire unique. Donc, pour les personnes qui ne sont pas sûres ou qui n'ont pas le temps, par exemple, de faire les simulations, je vous conseille plutôt de choisir le PFU et ensuite, quand vous avez le temps de faire les simulations pour faire une rectification par la suite. Euh, Concernant l'option pour le barème progressif, sachez que
il vous permet notamment de bénéficier d'un abattement de 40% sur les revenus, éligibles. Donc, certains revenus sont concernés par cet abattement de 40%. Vous allez pouvoir déduire des frais que vous ne pouvez pas déduire dans le cadre du prélèvement forfaitaire unique. La fraction, donc la CSG, notamment qu'on a évoqué tout à l'heure sur certains revenus de capitaux mobiliers, va pouvoir être déduite. Donc ça, généralement à hauteur de 6,8%. Et enfin, pour ceux qui ont des plus-values qui bénéficient d'abattement pour durée de détention aussi, le fait de pouvoir opter pour la DOP vous permet notamment de bénéficier d'abattement pour durée de détention. Voilà, sur cette partie, est-ce qu'il y a des questions particulières? Non, on a moins de questions. On a moins de questions sur ce sujet-là que sur les pensions alimentaires, mais c'est vrai qu'il faut pas vraiment pas oublier la notion de la CSG déductible en N+1 parce que dans le cadre d'une vision globale, c'est notamment important et ça peut, voilà, notamment en cas de cession d'entreprise ou en tout cas de grosses plus-values X ou Y, ça peut y avoir des enjeux et des gros impacts derrière. Quand on est dans une tranche marginale d'imposition assez élevée, 41, 45%, voire même 30%, l'impact l'année suivante, il peut être hyper important. Et si on fait le calcul, si on fait pas le calcul, pour le coup, on risque de passer à côté. Sachant que quand vous faites votre déclaration, maintenant, à la fin de la déclaration, il vous dit si lui fait son estimation, il vous dit si vous avez plutôt intérêt à cocher la case 2OP ou pas. La difficulté étant qu'il y a certains éléments qu'il ne prend pas en compte, lui, pour la case 2OP, et notamment sur des dispositifs de système du quotient qui pourraient s'appliquer à votre situation. Ça ne le prend pas en compte. Donc, potentiellement, il ne faut pas se fier totalement à ce que vous indique l'administration sur le fait de cocher ou non cette case de OP. Voilà, sur cette partie-là. On a une question sur la remise en cause avec la nouvelle loi de finances. Alors, ce sujet-là, entre guillemets, enfin, ce qu'on vous présente là, c'est ce qu'on appelle le droit positif, hein, donc c'est vraiment ce qui est en vigueur à l'instant T pour les revenus 2024. Parce que là, effectivement, on déclare 2024. En début d'année, on a mis un peu de temps à avoir une loi de finances, pour le coup, mais voilà, on a su comment allaient être fiscalisés les revenus 2024 assez tardivement, effectivement. Donc, une loi de finances nouvelle, de toute façon, sera pour les revenus 2025. Je passe à la suite. Donc, bon, ça fait un peu pareil, ça fait un peu le lien avec la fameuse case de OP qu'on a vue juste avant, mais chaque année, vous avez déjà dû en recevoir. Vous recevez ce qu'on appelle un imprimé fiscal unique. Donc, ça, c'est les teneurs de compte. Donc, généralement, votre banque, assureur, si vous avez des contrats, que vous avez fait des rachats, qui vont vous envoyer un document récapitulatif en vous disant quelles sont les cases quels sont les montants avec les cases correspondantes et qu'il a transmis à l'administration fiscale. Et ça vous permet d'avoir un justificatif des montants qui ont été indiqués à l'administration fiscale. Le point particulier par rapport à ça, c'est que souvent, notamment pour les gens qui ont des comptes titres et des PEA et qui ont des frais, donc droits de garde et notamment des frais annexes qui pourraient s'appliquer, il y a une case 2CA qui est remplie. Elle est remplie sur l'imprimé fiscal unique, mais souvent, elle n'est pas pré-remplie sur votre déclaration de revenus. Donc, pour les gens qui vont déclarer donc, au barème progressif, parce que pour le coup, cette case 2CA, elle ne s'appliquera que si vous décidez d'opter pour le barème progressif, c'est-à-dire en cochant la case 2OP qu'on a évoquée juste avant. Si vous décidez d'opter pour la case 2OP, vérifiez bien dans votre imprimé fiscal unique le montant qui est indiqué en case 2CA et que vous pouvez déduire de votre revenu imposable. Parce qu'il ne sera pas pré-rempli, c'est ça, sur votre déclaration de revenus. Donc voilà par rapport à la case 2CA. Donc ça concerne vraiment plutôt les personnes qui ont des comptes titres PEA. Est-ce que les IFU viennent de partout? C'est très complexe.
Alors oui, effectivement, les IFU, ils viennent de partout. Ça, malheureusement, c'est tous les teneurs de compte concernant tous les placements que vous avez, vous envoient généralement chaque année un IFU. Ça, malheureusement, évidemment, en fonction du nombre de teneurs de compte pour lesquels vous êtes concerné, vous allez recevoir parfois un nombre d'IFU important. Je passe à la suite. Donc là, on va passer... Yes, alors... je vais essayer d'être assez simple parce qu'elle est un peu technique, mais déjà, elle va concerner les personnes qui ont des contrats. Cette slide, elle concerne les personnes qui ont des contrats d'assurance vie sur lesquels ils ont fait des rachats. Parce que quand je dis comment déclarer ces gains d'assurance vie, en réalité, ça concerne que les personnes qui ont fait des rachats sur les contrats, parce que le reste du temps, tant qu'il n'y a pas de rachat, il n'y a pas eu de fiscalité. Je passe les points un peu plus spéciaux. Mais là, on se concentre vraiment sur les rachats réalisés sur les contrats qui ont plus de 8 ans. Et donc, il y a deux possibilités, il y a deux grands régimes fiscaux qui peuvent s'appliquer. Il y en a un qui concerne les primes que vous avez, donc les versements que vous avez faits sur votre contrat avant le 27 septembre 2017, et un autre régime qui s'applique concernant les primes que vous avez versées sur votre contrat après le 27 septembre 2017. Donc là, c'est deux fiscalités différentes, mais elles ont un impact quand même assez important parce qu'elles ont des règles différentes aussi. Sachez que sur les contrats qui ont plus de 8 ans pour les primes, donc la première ligne, pour les primes versées avant le 27 septembre 2017, vous avez la possibilité de choisir, et ça se fait au moment du rachat. Ça, il faut bien le préciser parce que ce n'est pas le cas pour ce qu'on va voir après. Mais le choix se fait au moment du rachat, c'est-à-dire qu'au moment où vous souhaitez racheter, sur votre contrat, vous allez devoir décider si vous décidez d'être imposé au prélèvement forfaitaire libératoire ou alors si vous décidez que les gains que vous avez réalisés soient imposés au barème progressif. Bon, je reste assez simple, mais les cases concernées, donc on vous les a mis, c'est la 2DH et la 2CH. Sachant que la case 2CH qui concerne l'IR, elle n'a rien à voir avec la 2OP. C'est vraiment des cases qui sont distinctes l'une et l'autre. Les deux vous imposeront au barème progressif, mais elles sont indépendantes l'une et l'autre. C'est-à-dire que vous pouvez très bien choisir la case 2OP, mais avoir choisi d'être imposé au prélèvement forfaitaire libératoire pour les gains réalisés sur votre contrat avant le 27 septembre 2017. Maintenant, là où ça se complique un peu, c'est sur les contrats qui ont plus de 8 ans, mais pour les primes versées après le 27 septembre 2017. Donc là, c'est un peu le même principe. Vous avez une option au barème progressif ou alors un prélèvement forfaitaire qui s'applique. Sachant que le prélèvement forfaitaire s'applique par défaut et c'est à vous ensuite dans vos déclarations de revenus de décider si vous voulez vraiment être imposé au prélèvement forfaitaire unique ou alors si vous voulez être imposé au barème progressif en cochant la case 2OP qu'on a vue tout à l'heure. La difficulté, c'est que l'administration fiscale a voulu rendre ça un peu plus, le législateur a voulu rendre ça un peu plus complexe et a rajouté un montant de 150 000 euros. Alors, ce montant de 150 000 euros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va, en plus, c'est le contribuable qui doit faire le calcul. C'est-à-dire qu'il faut centraliser toutes les primes que vous avez versées sur vos contrats d'assurance vie et vos contrats de capitalisation, tout assureur confondu, et regardez si vous avez versé plus de 150 000 ou moins de 150 000 euros. À partir de là, sur l'IFU que vous a transmis l'assureur, sur le rachat que vous avez fait, il y a une case 2U qui est remplie. Et cette case-là, il faudra la ventiler entre deux cases, donc la case 2VV et la case 2WW. Bon, je pense que je ne vais pas rentrer trop dans le détail non plus du calcul, parce que je pense qu'on va en perdre certains, mais on vous l'a indiqué en dessous. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de dire qu'en principe, vous êtes imposé à 7,5. Les gains que vous allez réaliser sont imposés à 7,5. Et pour complexifier ça, le législateur a dit que les gains qui seraient réalisés sur les primes qui sont versées, les primes au-dessus de 150 000 euros, seront taxées, elles, à 12,8%. Et ça, c'est le contribuable qui doit faire le calcul. Donc, ça rajoute de la complexité parce que, en tant que tel, pourquoi c'est important de le dire ça? Parce que, en fait, si vous avez plusieurs contrats d'assurance vie ou contrats de capitalisation, c'est plusieurs assureurs différents. L'assureur, quand il vous envoie l'IFU, l'assureur en question, il ne sait pas si vous avez versé 300 000 euros ou 500 000 euros sur un autre contrat d'un autre assureur.
Donc en fait, c'est à vous derrière, parce que c'est vous qui savez, la date de versement des primes notamment, c'est à vous de faire le calcul en suivant. Ouais, je fais une petite, interception pour deux trois points et peut-être, un qui répondra à la question de Sylvie. Ce sujet-là effectivement, est important, parce qu'en termes de coût fiscal, bah, il y a un impact, vous le voyez bien, surtout que, sur les déclarations en ligne, c'est bloquant, si vous faites pas le split. C'est-à-dire que, l'assureur, lui, va envoyer l'information à l'administration fiscale et indiquer par nature le montant en 2 U, mais la déclaration en ligne bloque, si vous ne faites pas la ventilation entre 2 VV, et 2 W, enfin et 2 WW. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, Sylvie posait la question: «Comment l'administration vérifie-t-elle le cumul de 150 000?» En fait, maintenant, chaque assureur a l'obligation d'envoyer un courrier, à l'ensemble de ses, assurés, où justement il ventile, les primes versées avant, le 27 septembre 2017 et les primes versées après le 27 septembre 2017. Donc en fait, cette information-là, vous l'avez, de votre assureur, mais sur un courrier à part, voilà, qui vient généralement un peu plus tôt dans l'année. Donc, ça, il faut quand même être assez vigilant des courriers que vous recevez parce que l'information, y est, voilà. Après si effectivement vous êtes accompagné, bah, c'est la personne qui vous accompagne pour ces sujets-là, d'optimisation de rachat ou de «déclaration» entre guillemets le sait, mais, si vous êtes autonome là-dessus, faut quand même, s'y pencher un petit peu, voilà. Donc Et du coup, Sylvie, pardon, Guillaume, du coup, Sylvie, l'administration fiscale, in fine, doit quand même avoir cette information-là si l'assureur que vous le communique. et, alors je ne sais pas s'il y a eu la question ou pas, mais pour les contrats de plus de 8 ans, il y a un abattement qui s'applique de 4 600 ou 9 200 euros en fonction de votre situation, si vous êtes célibataire ou en couple. Et sachez que cet abattement, ce n'est pas à vous de le retraiter, il est retraité directement par l'administration en fonction des cases qui sont déclarées. Donc voilà pour cette précision. Alors, astuce numéro 7. Alors, du nouveau pour la location meublée qui n'en est finalement pas à temps, en tout cas sur la partie revenu 2024, parce que finalement, il y a eu, on va dire, beaucoup de mouvements sur la partie location meublée, sur le traitement des revenus, et finalement, bon, bah, pour les revenus de l'année 2024, il n'y a pas tant de changements que ça. On reste toujours sur les mêmes abattements et les mêmes seuils de chiffre d'affaires annuel. Là, on vous a mis dans ce tableau donc, les cases à déclarer pour les revenus perçus sur 2024. Et ensuite, à partir de 2025, là, pour le coup, ça va changer. On vous les a mis à titre informatif, mais évidemment, ça ne concerne pas encore cette année. Donc voilà, pas tant de changements que ça par rapport à ce que vous faisiez jusqu'à aujourd'hui sur la partie location meublée. Ça va changer l'année prochaine. Juste à titre informatif, pareil, à partir de l'année prochaine, les frais de comptabilité aussi seront supprimés. Donc pour ceux qui étaient adhérents à des centres de gestion agréés pour les frais de comptabilité, donc qui vous permettait de réduire jusqu'à 915 euros, enfin les 2 tiers des frais de comptabilité dans une limite de 915 euros, ça vous permettait d'avoir une réduction d'impôt. Ça, en l'occurrence, ça va être supprimé. Donc aujourd'hui, l'adhésion à un OGA se justifie de moins en moins. Donc peut-être faire le point par rapport à ça, parce que c'est aussi des frais qui sont engagés et qui aujourd'hui n'ont plus tant d'intérêt. Qu'est-ce que je pouvais rajouter par rapport à ça? Non, après, bon, je regarde juste s'il y a des questions particulières. Pas de questions, sur ce Ok. sujet-là. Bah, tips numéro 8, donc là, plus simple, mais on voit aussi souvent des oublis par rapport à ça. Les réductions et crédits d'impôt, notamment les réductions pour frais de scolarité. Donc, si votre enfant est scolarisé dans un collège, dans un lycée d'enseignement ou alors dans une formation d'enseignement supérieur, vous avez la possibilité d'obtenir une réduction d'impôt, donc qui va venir en diminution du montant de l'impôt que vous avez à payer.
Et donc, en fonction du nombre d'enfants qui sont inscrits, ça peut représenter des montants non négligeables. Bon, frais de scolarité assez rapide. Ensuite, les salariés à domicile. Donc là, il y en a quand même souvent. Salariés à domicile, donc qui sont à indiquer donc, dans votre déclaration de revenus, et surtout à indiquer les types, parce que les types de dépenses qui sont concernés. Donc si c'est de l'aide ménagère, si c'est des cours à domicile, et toutes ces dépenses vous permettront de bénéficier donc d'un crédit d'impôt égal à 50%, dans la limite de 12 000 euros, et 12 000 euros, mais majoré de 1 500 euros majoré en fonction du nombre d'enfants rattachés, mais dans une limite quand même maximale de 15 000 euros. Donc, ouais, pensez bien à indiquer les montants des crédits d'impôt, et surtout aussi les montants des aides reçues, parce que souvent les montants des salariés à domicile sont indiqués, mais pas le montant des aides reçues. Et ça, l'administration fiscale fait quand même assez attention, et peut vite venir retoquer là-dessus. Et après, on avait mis, c'est vrai qu'à titre, c'est pour ça qu'il faut préciser aussi quels sont les types de dépenses qui sont engagés, parce qu'en fonction du type de dépenses engagées, les plafonds peuvent être différents. Et en plus, maintenant, cette année, c'est dans, à moins que ce soit dans peut-être le montant de l'aide reçue, le montant du crédit d'impôt déjà touché. Il y a Oui. cette, il me semble que, il y a aussi ce point-là, puisque maintenant, vous pouvez être remboursé entre guillemets «directement», à la source. Ouais, en fonction des partenaires, enfin, je vais dire des partenaires, mais en fonction des prestataires, certains permettent justement de bénéficier du crédit d'impôt immédiat. Donc, c'est-à-dire qu'on verse uniquement le montant net, on va dire, de la réduction d'impôt. Mais après, ça, c'est censé être pré-rempli dans votre déclaration de revenus. Et quand on dit pré-rempli, c'est toujours vérifier une deuxième fois, parce que c'est pas toujours sûr. Je fais juste un petit point parce qu'après on va parler d'épargne retraite et je sens qu'il va y avoir des questions dans tous les sens sur l'épargne retraite. Il y a Claudine qui nous a posé la question de: «Pouvez-vous m'indiquer dans quelle case déclarer, les loyers, en LMNP, au réel?» Pour le coup, Au réel, alors la case de tête, j'aurais dû, c'est un ouais, peu, j'aurais dû, ouais, je pourrais regarder peut-être d'ici la fin, mais de tête, je ne sais en fait, ce qu'il faut bien dire, c'est, soit vous êtes au micro, soit vous êtes au réel. mmh, Pour le coup, si vous êtes, au réel, effectivement, bah, il vous faut passer par un cabinet comptable et faire effectivement des déclarations, de BIC, hein, parce que ça reste du BIC, non professionnel, hein, la location, meublée non professionnelle. Esther nous dit en 5 NB, je sais, c'est attends, je vais revenir possible, sur le montant, mais mais en tout cas, c'est par là. Donc, oui, effectivement, on pourra vous le dire, mais de toute évidence, il faut de toute façon, déclarer l'exploitant. ouais. Ça, c'est extrêmement important aussi. Donc, vous allez pas vous retrouver directement là, sans faire votre déclaration. Alors, hormis les cases à déclarer, ce qu'on voit aussi souvent, c'est les personnes qui font de la location meublée, mais qui se sont jamais déclarées en tant qu'exploitant. Parce que quand vous faites de la location meublée, vous êtes entrepreneur individuel, donc il faut faire une déclaration d'activité. Et ça, souvent, donc ça, vous le faites sur mince, pas Infogreffe, mais sur l'INPI. Donc, sur le site de l'INPI, vous déclarez votre activité, donc le guichet unique. Mais ça, c'est souvent ce qu'on voit, c'est ça. Les personnes aussi ne se déclarent pas en tant qu'exploitant. Sébastien revient sur une question. La somme forfaitaire, pour l'hébergement d'un enfant, pardon, Oui. à charge, enfin entre guillemets, la pension alimentaire qu'on peut déduire, c'est la même case que la pension alimentaire Oui. pour enfants détachés, hein? Mm. Oui. On passe à l'épargne retraite. Allez, go. Épargne retraite, parce que bon, ça doit concerner quand même beaucoup de personnes. Comment déclarer ces versements épargne retraite? Il y a pas mal de choses à dire. Si vous avez fait des versements sur des plans d'épargne retraite, et des plans d'épargne retraite aussi populaires, les anciens PERP,
vous devez les déclarer dans les cases qui sont indiquées en bleu ciel ici, donc les 6 NS en fonction du déclarant, 6 NS, 6 NT, ensuite 6 RS, 6 RT. Donc ça, ce sont les versements que vous avez réalisés l'année dernière et qui viendront s'imputer sur votre revenu imposable. Je vois lever le doigt. Ouais. Je sais pas si t'en parles après. Il y a vraiment une subtilité pour les cotisations PERP. Pour le coup, ça c'est clairement pas reporté. Avec les nouveaux PER là, depuis la loi PAC de 2019, l'administration fiscale est au courant de la formation, mais ne vous faites pas avoir, parce qu'au-dessus, en ligne, quand vous faites votre déclaration en ligne sur la case 6NS, vous allez voir le montant apparaître de vos versements de l'année précédente, 2024. Sauf que il est précisé, si vous vous attardez dessus, qu'il est marqué uniquement à titre d'information et il vous appartient de le reporter. Si vous voyez le chiffre comme n'importe quel autre élément déclaré et vous pensez que c'est juste, pour le coup, vous n'allez pas pouvoir en bénéficier. Il vous faut vraiment réécrire le montant, le vérifier bien sûr, mais réécrire le montant pour le porter en 6NS. Oui. Ouais, c'est vrai que c'est super important parce que ça, on l'a vu aussi pas mal de fois sur les déclarations. On ne comprenait pas pourquoi les personnes avaient fait des versements et puis finalement on ne les retrouvait pas sur l'avis d'impôt parce qu'ils étaient juste inscrits à titre informatif et que les personnes, enfin les contribuables, ne l'avaient pas reporté dans les cases concernées. Et donc, comme je disais, les versements que vous avez indiqués là vont se déduire de votre revenu imposable. Donc, si vous avez 50 000 euros de revenus imposables, si vous avez versé 5 000 sur un PER, ça va venir en déduction. Et donc, vous allez avoir finalement 45 000 euros de revenus imposables. Et donc, les montants qui sont indiqués ici, donc ils vont venir en déduction de votre revenu imposable. Et ensuite, ce qu'on a mis dans un second temps, c'est le carré que vous voyez juste en dessous. Mais ce carré-là, finalement, il va concerner que les travailleurs non salariés, donc les personnes qui sont en entreprise individuelle, donc en BNC, BIC, ou les personnes qui sont, par exemple, gérants majoritaires de sociétés. Donc là, c'est ce qu'on appelle les travailleurs non salariés. Et souvent, ils ont, enfin même toujours, ils ont un plafond de déduction en plus. Donc c'est-à-dire que tous les contribuables, et on l'a vu au tout début sur la première slide, la première astuce, tous les contribuables ont un plafond d'épargne retraite. Alors, parce que je vais juste le remontrer. Je vais essayer de le... Hop, non, je suis un peu trop loin. Juste pour qu'on l'ait en tête. Oui, c'est le but, hein. Alors oui, les montants sont plafonnés, bien sûr. C'est la fameuse, ce que est en train de vous montrer Guillaume, et la prime d'investissement, donc effectivement qu'on a placé en PER. C'est tout le but, enfin c'est l'un notamment des objectifs du PER, mais vous pouvez avoir décidé de verser sur un PER sans que ce soit effectivement déductible du revenu imposable. Donc il faut quand même faire attention aussi au moment où vous versez. Donc là, typiquement, comme on l'avait vu sur la première slide, enfin la première astuce, vous avez ici le plafond épargne retraite et la toute dernière ligne, vous voyez le plafond pour les cotisations versées en 2024. En 2024, pardon. Ce montant, c'est le montant maximum que vous pouvez verser c'est pas le montant maximum que vous pouvez verser sur votre plan d'épargne retraite parce que vous pouvez verser ce que vous voulez. Par contre, c'est le montant maximum que vous pouvez déduire de votre revenu imposable. Et donc ça, c'est un plafond que tout le monde, tous les contribuables ont sur leur revenu, enfin pour leur déclaration de revenus. Maintenant, les travailleurs non salariés que j'évoquais, eux, ils ont un plafond d'épargne retraite en plus, et ce plafond, il ne va pas se déduire du revenu imposable, mais il va se déduire du revenu catégoriel. Donc en l'occurrence, pour les travailleurs non salariés qui nous écoutent, ça va être le bénéfice imposable pour les personnes en entreprise individuelle, ou alors la rémunération de gérance pour les gérants. Et donc là, c'est là où c'est un peu technique. Et en fait, c'est là où il y a souvent des erreurs. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que soit, si vous avez fait des versements sur ce PER, donc, ou alors les anciens Madelin, ces personnes-là vont déclarer la totalité du versement, soit ils vont rien déclarer du tout. Donc, si on déclare rien, là, vous risquez un redressement. Si vous déclarez tout, vous faites une erreur parce que du coup, vous venez imputer, en fait, vous venez pénaliser le plafond d'épargne retraite que vous allez avoir pour les années suivantes. Donc le plafond que je vous ai montré juste avant.
Encore une fois, pour faire les choses simplement, l'administration, enfin le législateur, encore une fois, a mis en place une règle qui indique qu'en fait, il faut indiquer dans ces cases-là que la fraction qui excède 15% du plafond. Donc là, vous allez me dire, je n'ai pas très bien compris. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un exemple Mais pour vous n'y êtes pour rien, c'est pas simple. ouais, alors, vraiment, c'est vrai que ça, souvent, cette Faut case-là, et puis en l'illustrer plus, parce que après on le voit bien, mais et en plus, pour le coup, les assureurs n'aident pas non plus, parce que typiquement, si vous prenez votre imprimé, alors je vais même rajouter une autre erreur qu'on voit souvent, sur l'imprimé fiscal unique que va vous transmettre l'assureur, pour vous indiquer les versements que vous avez fait dans l'année, il va indiquer dans la case 6 NS, donc de l'imprimé fiscal unique, pas sur votre déclaration de revenus, hein, sur l'imprimé fiscal unique qui va vous être transmis, il va indiquer, je dis une bêtise, mais 10 000 euros. Par contre, sur ces 10 000 euros, il ne va pas vous dire si ces 10 000 euros, c'est ceux qui concernent les versements PER 2024 ou versements PERP 2024. Et il va pas vous indiquer si la répartition à faire en fait entre les versements qui sont déductibles du revenu global et les versements déductibles du revenu catégoriel. Ça, c'est à vous de le faire. Et c'est-à-dire que si vous avez fait que des versements déductibles du revenu catégoriel, vous n'avez rien normalement indiqué en cas 6NS, et pourtant sur votre RIFU, ça sera écrit 6NS. Et vous aurez tendance à reporter ce montant sur votre caisse 6NS. Or, ça fait une double déduction, parce que vous l'avez déduit en tant que revenu catégoriel et en tant que revenu global. Et dans ce cas, c'est pareil, vous risquez une rectification, une correction de l'administration. Pour revenir à notre plafond, alors je vais essayer de faire simple. Donc, sur les cases qu'on avait entourées juste avant, par exemple, on a pris un travailleur non salarié qui a fait 100 000 euros de bénéfices imposables en 2024. Et donc, le plafond, en l'occurrence, l'article qui est concerné, bon, on s'en fiche, mais son plafond qui va pouvoir imputer sur ses revenus catégoriels, il est calculé de cette façon, c'est-à-dire qu'on calcule 10% du bénéfice imposable, 10 000 euros, auquel on rajoute 15% du bénéfice imposable, moins un pass annuel. Donc, pour aller droit au but, ça représente 8 045 euros. Donc, au total, le TNS, il va pouvoir imputer sur ses revenus catégoriels jusqu'à 18 000 euros, enfin 18 045 euros. Or, ce qui se passe, c'est que s'il décide donc de verser 10 000 euros, comme vous le voyez, il ne faut pas qu'il déclare dans la case 6QS 10 000 euros, parce que ces 10 000 euros-là, vous venez en fait imputer son plafond retraite. En fait, ce qui doit et le pénaliser par la suite. En fait, ce qu'il faut déclarer, c'est uniquement ce qui excède le plafond des TNS 15%, c'est-à-dire ce qui excède le 8 045 euros. Donc, c'est-à-dire que si vous avez versé 10 000 euros, vous faites 10 000 euros moins les 8 045 euros, et en fait, vous avez 1 955 euros en case 6 OS. Et ce montant sera imputé, donc c'est ce que je disais, sur le calcul du plafond du 163, c'est-à-dire le plafond d'épargne retraite qu'on a vu sur l'avis d'imposition au début. Donc voilà, c'est des points un peu plus complexes, mais qui sont importants vraiment parce que l'impact derrière sur les stratégies patrimoniales au niveau épargne retraite qui peuvent être mis en place, vous vous rendez bien compte que là, si on déclare 1955 ou si on déclare 10 000, l'impact derrière qu'on va pouvoir avoir, il est complètement différent. Ouais, ça vaut le coup de se prendre la tête, un petit peu, Ouais. mais voilà, effectivement, ça concerne que les TNS Mm. qui ont un plafond, ex-Madelin, donc 154. Voilà, donc ouais, effectivement, faites très attention, à Ouais. ça. Donc pour ce, n'hésitez pas aussi à vous rapprocher de votre comptable aussi pour vous accompagner, là-dessus, sur ces calculs un peu complexes. Et enfin, le dernier tips, non des moindres, parce que chaque année, en fait, ce tips-là, on le dit chaque année, mais chaque année, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont des comptes à l'étranger qui n'ont pas déclaré en pensant que finalement, il n'y avait pas besoin de le déclarer parce que. Et en fait, l'impact pécuniaire peut être hyper important parce que typiquement, sur les comptes que vous détenez à l'étranger, il faut déclarer les comptes bancaires, les comptes d'actifs numériques,
les comptes, donc actifs numériques, ça concerne essentiellement ce qui va concerner les crypto-monnaies, pour faire assez simple, les comptes de crypto-monnaies que vous avez. Et ensuite, donc, les contrats de capitalisation ou placement de même nature, donc ça peut concerner les contrats d'assurance vie. Et donc là, ce qu'il faut voir, c'est que les amendes, elles peuvent être assez élevées, et en plus, elles s'appliquent par année d'imposition. Donc, par C'est exemple, si vous 1 avez... 500 € par Ouais, an, par contre. c'est ça. 1 500 € par compte, et l'administration fiscale, s'agissant d'une amende fiscale, peut revenir jusqu'aux 4 années précédentes. Donc, en l'occurrence, et encore, il y a des subtilités, mais typiquement, si vous avez oublié de déclarer un contrat d'assurance vie ou un compte bancaire étranger, l'administration peut appliquer 1 500 € x 4, donc 6 000 €, et ça, pour le coup, on l'a déjà vu. Donc, ça peut faire des montants très importants. Donc, ça, vraiment, pensez bien à les indiquer. Même Ça se si fait... vous avez 20 balles sur le compte. Oui, même ça, c'est vraiment dès le C'est, premier parce que euro. typiquement, moi, Et j'ai eu le cas de clients qui n'avaient pas fermé un compte en Angleterre et qui n'avaient jamais déclaré, etc. Ils nous en avaient jamais communiqué l'information non plus. Et effectivement, même s'il restait 20 livres, le compte a été concerné. Donc, 6 000 € pour 20 € à l'étranger, ça fait mal. Sachant qu'aujourd'hui, il y a quand même un échange d'informations entre les pays qui est assez poussé. Donc, en fait, c'est assez simple maintenant pour l'administration d'aller interroger les pays voisins pour savoir ce qui est ouvert ou non à votre nom. D'ailleurs, notamment sur certaines plateformes en ligne plus récentes, il faut bien aussi distinguer que parfois vous pouvez avoir un compte bancaire, mais aussi par avoir un compte d'actifs numérique pour la même plateforme, euh, sans vraiment trop rentrer dans le détail. Mais par exemple, aujourd'hui, je prends l'exemple de Revolut. Revolut, aujourd'hui, vous avez un IBAN français, donc c'est-à-dire qu'au niveau du compte bancaire, techniquement, vous n'avez rien à déclarer. Par contre, vérifiez bien, parce que pour le coup, si vous avez ouvert un compte titre avec Revolut, il est possible que le compte titre que vous avez avec Revolut, il soit pas en France, oui, mais il soit dans un autre pays, parce que le prestataire que va utiliser Revolut, c'est un prestataire qui est dans un autre pays. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête, parce que souvent on nous dit oui, mais j'ai déclaré mon compte. Mais en fait, en fonction des comptes, vous pouvez avoir très bien un compte bancaire, un compte titre, un compte d'actifs numériques. Et en fait, il faut faire autant de déclarations qu'il y a de comptes concernés. Et ça pour le coup, on l'a vu. Donc vraiment, en fonction des comptes que vous avez, renseignez-vous. N'hésitez pas, parce que pareil, l'administration fiscale est c'est assez facile pour elle finalement d'aller appliquer des amendes sur ces éléments-là, parce qu'il y a très peu de discussions à avoir là-dessus. Donc, et pour ça, vous avez donc la case 8 UU et 8 TT en fonction du type de compte qui est concerné. Voilà. Et après, écoutez, après, je sais On est pas pas mal, hein. Il y a s'il y a des quelques questions, questions. Ouais. effectivement. Donc, un enfant rattaché étudiant à l'étranger doit-il déclarer s'il a un compte courant de fonctionnement? Bah, ouais, faut effectivement, puis, en vrai, ça coûte rien de le faire. Donc, dans le doute, si vous avez un doute, principe de Ouais. précaution, il vaut mieux le faire. Voilà. Mm. Pour le Ce sera coup, toujours plus facile de faire jouer la bonne foi ouais, que effectivement. de ne pas déclarer du tout. Si le compte est fermé, faut-il continuer à le déclarer à 0? Bah, il faut mettre la date de clôture, l'année où vous le fermez, et après, C'est c'est plus ça. la peine. C'est comme quand vous faites une déclaration de revenus fonciers, vous mettez, l'année où vous vendez le bien, et puis après vous le mettez plus. On avait une question de Séverine qui a reposé la question, mais j'avais un compte épargne retraite jusqu'en 2017, année de suspension des versements automatiques. Aujourd'hui, je souhaite récupérer la somme. Est-elle imposable? Bah, alors déjà, il faudra savoir si elle peut récupérer la somme, déjà, si elle est dans la situation pour pouvoir récupérer cette somme. Et ensuite, en fonction du type de contrat que vous avez, la fiscalité peut être un peu différente. Si c'est des PERP, PER, donc ça nécessiterait d'avoir un peu plus d'informations là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a par contre, Oui, je peux récupérer, bah, ça s'audite. On avait une question de Lucie sur les couples avantageux, couples mariés ou déclarations communes ou séparées. Ouais, Alors ça, déjà, on peut pas il y a forcément pas de toujours, réponse. Ouais, il y a pas de réponse générale. il n'y a pas de réponse toute faite, puis ça dépend de votre régime matrimonial. Mm. Vous pouvez pas faire des déclarations séparées. Vous pouvez faire des déclarations séparées que si vous êtes marié en séparation de biens. Si vous êtes marié sous un régime de communauté, c'est pas possible. Et ensuite, effectivement, faut avoir une analyse globale en fonction des revenus de chacun, parce qu'il y aura un impact au niveau du barème, etc., etc.
Je peux un peu sur casuel pour information qui est concerné. Case 8WD, formation chef d'entreprise. Ah oui, je l'avais vu passer celle-là aussi, oui. Qui est concerné. Alors là, pour le coup, sur les conditions, pour ça, j'avoue que je ne veux pas dire de bêtises, donc je préfère me renseigner pour vous répondre éventuellement. N'hésitez pas après, sinon, à nous recontacter pour qu'on puisse vous faire une réponse un peu plus précise. Quel montant peut-on déduire au maximum en cas d'aide aux parents? C'est vrai qu'il y a une pension alimentaire aux parents, donc effectivement, on peut déduire. De tête, je sais pas. Alors, ouais, de tête, je ne sais plus, mais je pense que ça doit être le même montant que pour les revenus des enfants majeurs. Mais ça, je peux regarder. Faut-il déclarer un MetaMask? MetaMask étant donc c'est un principe de dispositif qui, quand on appelle ça custodial et non custodial, mais MetaMask étant un portefeuille en ligne qui est non rattaché à un compte, c'est pas de nécessité de le déclarer. MetaMask, pas de nécessité de le déclarer. Donc on déclare chacun fait sa séparation, séparation de biens. Ouais. Bah, de toute façon, je pense qu'on a quand même, on a dépassé un peu le temps Ouais, imparti. Et voilà. Alors Guy qui nous posait la question: «Peut-on vous joindre pour des questions spécifiques?» Alors oui, et il y avait j'en profite pour rebondir, sur la disponibilité du replay et des slides, parce qu'il y a eu quelques questions effectivement sur les slides et cetera. Alors si effectivement vous êtes inscrit sur le webinaire, on pourra vous envoyer, les slides, ça, il y a pas de souci, avec grand plaisir. Vous aurez accès effectivement aussi au replay, dès que le webinaire est terminé, vous aurez accès au replay, bien entendu. Oui, alors ça c'est peut-être effectivement la slide d'après. Nous effectivement, je vous le disais un peu en introduction, on reste une plateforme pédagogique, on produit pas mal de contenu, notamment voilà des guides, etc., etc. Vous pouvez nous contacter alors directement sur notre site internet gestiondepatrimoine.com. Vous pouvez aussi, pour le coup, contacter directement notre assistante Justine Chaubet, qui pourra rerouter vos questions. Je suis en train de vous taper son mail directement dans le chat, ou alors effectivement utiliser la partie la page contact de notre site internet Gestion de patrimoine, ou la page internet du site Bonjour Patrimoine, et effectivement nous nous ferons un plaisir de vous recontacter et de vous apporter les éléments de réponse. Si vous avez des questions spécifiques, et si vous avez besoin d'un accompagnement pour la déclaration cette année, et puis un accompagnement, je dirais peut-être même de façon un peu plus globale, parce que ce que je dis souvent, là, on traite la fiscalité entre guillemets. Il y a plusieurs moyens d'optimiser la fiscalité. Le premier moyen, c'est effectivement déjà de bien déclarer. Ensuite, c'est en amont de prendre des bonnes décisions pour bien déclarer, et encore en amont, c'est de faire en sorte de ne pas avoir de revenus fiscalisés. Voilà. Donc ça, comme je dis souvent, hein, le meilleur moyen de ne pas payer d'impôts, c'est de ne pas avoir de revenus. C'est une blague, bien entendu, mais il y a plein de possibilités pour avoir effectivement des optimisations fiscales quant à la nature et au montant des revenus en amont. Donc effectivement, c'est à peu près les trois leviers qu'on peut avoir. Voilà. Ça fait quasiment 1h10 qu'on est ensemble. Merci à vous. Marie nous pose la question: est-il possible des informations sur le PER? Oui, de toute façon, n'hésitez pas aussi à nous contacter. Vous pouvez même télécharger sur notre site internet le guide. On a un guide sur OnceVie, on a pas mal de sujets sur le PER également. On fera d'ailleurs, et on a eu fait sur notre chaîne des webinaires dédiés au PER. Donc voilà, écoutez, merci à vous, merci beaucoup. Guillaume, bonne soirée, et à très bientôt. Merci, au revoir. Bonne soirée.